On a dit tout à l'heure qu'il existe un petit rue, hein, le rue de la Ronce, qui est associé à un bassin versant qui fait 3 km². Donc c'est un petit bassin versant, hein, effectivement. En période de temps normal, l'écoulement du rue de la Ronce est faible et proportionné à sa dimension. Alors, il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a eu des modifications anthropiques donc, de la main de l'homme. Hein, les écoulements, ils ont été captés par ces barrages, comme on l'a vu, pour alimenter le domaine de Saint-Cloud. Donc, ce qui reste dans le rue de la Ronce, c'est une portion du débit total, finalement. Donc, quand vous regardez le rue de la Ronce, à l'heure actuelle, il transite qu'une partie du débit en temps normal. Excusez-moi, où passe l'autre partie? Monsieur, vous êtes exprimé, mais laissez la réponse se faire. Bon, et ce à quoi on s'intéresse pour la problématique de tenue d'un ouvrage, il faut voir que ces barrages, ils ont été construits transversalement à l'écoulement naturel. Ils contraignent les écoulements. Et non, mais il y a n'importe quoi. Non, mais on veut une réponse, monsieur. C'est pas clair. Hein. Non, mais vous ne pouvez pas le laisser parler, s'il vous plaît. Vous pourriez pas le laisser parler, s'il vous plaît. J'essaie de vous apporter la réponse la plus précise possible à une question qui n'est pas franchement claire non plus. Donc, je fais le bon mieux, s'il vous plaît. Où va l'eau? Ça s'arrête au milieu de la Ronce. Et l'aqueduc fragilisé derrière. 2 mètres, le déversoir, le contrôle en fait des flux. Vous avez répondu en partie. Oui, mais ce qui manque comme argumentaire, c'est qu'on construit un barrage pour assurer la stabilité de ce barrage, comme on a vu que de ces barrages, comme on a vu que dans l'état actuel, ils ne peuvent pas remplir leur office. Il faut, laissez-moi parler s'il vous plaît, il faut construire, comme on l'a vu, des ouvrages déversoirs de crues. Et ça, la crue, elle va où? C'est obligé. Et pour dimensionner ces ouvrages déversoirs de crues, et c'est là où peut-être il y a une incompréhension de votre part, pour dimensionner ces ouvrages déversoirs de crues, il y a des normes. On ne fait pas ce qu'on veut. Nous, en tant qu'ingénieurs, on doit appliquer des règles de l'art. Ces règles de l'art nous disent que pour des barrages de ce type, donc de classe C, il faut dimensionner ces ouvrages déversoirs de crues sur la base d'une crue de période de retour 300 ans. Oui, mais monsieur, le problème, c'est où va l'eau? À un déversoir de l'ordre de 24 mètres. Tu ne réponds pas. J'ai participé à l'évaluation de la digue du port. On ne vous entend pas. Je suis ingénieur des travaux publics. Remettez votre masque, s'il vous plaît, monsieur. On va porter le micro. C'est difficile. J'ai participé à la construction de la digue du port d'Antisphère, qui recueille des grands produits. Pour ces digues maritimes, bien entendu, nous prenons en compte la vague centenale. Il n'a jamais été question de prendre des vagues tricentenaires. D'ailleurs, dans la catégorie C, si mes souvenirs de cours sont bons, c'est une crue cinquantenaire qu'il faut prendre en compte. Si l'on peut parler de crue, puisqu'en fait, il n'y a pas de crue dans un état. Monsieur Breton, je voudrais ajouter un point. Là, je risque de rajouter que tout ça il y a des paramètres et des contraintes qui ont été fixées par les services de l'État et qu'on a bien effectivement imposé. Et je vais laisser Madame Manteau, qui est la spécialiste du sujet, le préciser. Il arrive les 300 ans, me semble-t-il. Vous pouvez donc c'est pas le maître d'œuvre qui en est responsable. C'était bien une prescription de l'État. Vous pouvez venir sur scène pour répondre. On va pas pouvoir. Il faut que je désinfecte le micro pour vous le donner. C'est une prescription réglementaire. Je pense qu'il serait intéressant de préciser la crue tricentenale, juste pour être sûr au niveau que tout le monde comprend ce risque. Est-ce que vous pourriez préciser la crue? C'est un risque sur 300 tous les ans. Bon, par définition, donc une crue 300 ans, c'est une crue qui a une probabilité de 1 sur 300 d'être atteinte ou dépassée. Alors, ça peut paraître beaucoup. Quand on fait le calcul de probabilité sur un an, ça ne fait pas beaucoup, 1 sur 300, effectivement.
Et ce qu'il faut voir, c'est que rapporté à une longue période de temps, par exemple sur 300 ans, j'ai fait le calcul là, avant de venir, sur 300 ans, les probabilités se cumulent, et si on fait le calcul, là, on s'aperçoit qu'il y a 0,67 exactement de chance de rencontrer, d'avoir une crue de 300 ans. Donc ça change un petit peu la donne, ça fait 2/3 de chance d'avoir cette crue-là finalement. Gardez votre masque si vous voulez. Pensez à ce que je dis. Votre digue, les fonctionnalités en bentonite assurent cette sécurité. Le problème restant, c'est l'évacuation de l'eau. Vous nous proposez une échantillon qui fait 24 mètres de long, sur lequel on va évacuer, d'après ce que j'ai vu dans votre dossier, 14 mètres cubes seconde. Ok, c'est ce que vous avez écrit. Ça va partir dans le ruisseau. Il fait entre 1 mètre et 3 mètres. Ça va arriver à l'étang de la Ronce et à la prise de l'aqueduc de Saint-Cloud. Cet aqueduc de Saint-Cloud fait 1,50 m de haut, par en gros 80-90 cm de large. Ce qui, selon quelques calculs d'ingénieurs, permet de passer en gros 1 mètre cube seconde. C'est plus, pas guère plus. Nous vendons les 13 mètres cubes restants. C'est la question. Bravo, parce que je ne peux qu'aller dans votre sens, effectivement. Il y a, mais c'est énorme. Il y a un problème à l'heure actuelle. Mais... Je suis tout à fait d'accord avec vous. En période de crue importante, donc 300 ans, on aura les travaux qui sont réalisés ici n'ont pour but que de faire en sorte que ces ouvrages, ces 2 barrages, ne rompent pas. Donc, ils pourront passer, en effet, le débit de 14,5 m3 par seconde sans dommage, donc sans rupture d'ouvrage, ce qui est quand même une amélioration extrêmement importante, tout à fait justifiée par rapport aux risques qui ont été identifiés précédemment. Mais ces 14 m3 par seconde, effectivement, ils ne pourront pas passer par le petit rue de la Ronce. Ils vont complètement déborder. Voilà. Merci, fragilisé aussi. Et par rapport à ça, il n'y a pas tellement de solutions. Excusez-moi, juste pour contextualiser un tout petit peu, nous parlons en fait des quantités d'eau qui sont dans les étangs. Donc les quantités d'eau dans les étangs, les barrages sont pour réguler et sécuriser. Les populations aval qui ne le seront pas. Donc ça c'était essentiel. Ça c'était essentiel. On est intelligent. Donc en fait, vous ne pour éviter effectivement une catastrophe et une rupture par submersion. Quelle est votre crainte aujourd'hui? Est-ce que le problème n'est pas résolu? Luc, il faut qu'elle donne la parole absolument à ma réflexion. merci de préciser votre question, s'il vous plaît. Bonjour, messieurs. Alors, effectivement, moi, je me préoccupe de la sécurité des gens, tout autant que de la sécurité, du visuel des zones courues et de leur préservation. Donc, le premier slide, c'était la sécurité des populations. Quand je vais voir sur géorisque.fr, le PPRI de Ville d'Avray, plan de prévention du risque d'inondation, n'existe pas. Le décrit n'est pas disponible. Quand je vais voir sur le site de Géorisque pour la ville de Sèvres, le PPRI existe, mais exclusivement pour la crue de la Seine. Sujet que je connais bien, j'ai travaillé dessus pendant 1 an à temps complet. Moi, ce qui me gêne, c'est que, ok, vous sécurisez votre étang, mais ce qui se passe en dessous, ben l'eau, elle passera là où elle pourra. Quelle est votre question? La question, c'est qu'est-ce que vous faites de l'eau? Sachant que, comme vous avez sécurisé le vieil étang, l'étude de risque devrait être reconduite sur la base d'une crue cinquantennale et non pas tricentenale, comme le règlement de mutation vous l'impose, parce que j'ai épluché les décrets, c'est un barrage de type C, donc c'est une étude cinquantennale,
Et les volumes d'eau deviennent protestables puisque le vieil étang est sécurisé. Donc on n'a plus qu'à se préoccuper du volume d'eau de l'étang neuf. Merci. Un commentaire, une réponse simplement sur votre question sur le PPRX, les étangs coraux ne relèvent pas du PPRI, qui est un plan de prévention contre des risques inondations liés à un fleuve, un cours d'eau, ce qui n'est pas le cas des étangs coraux. Je rappelle que les étangs coraux sont une création de l'homme, hein, un ouvrage humain, et ne relève pas de la prévention d'un risque naturel. C'est bien un risque qui a été créé par nous. Ça ne relève pas de PPRI. En ce qui concerne l'inclusion du risque dans l'écrit, je laisserai Madame le maire répondre, mais il me semble que c'est le cas. On a travaillé avec ses services sur ce sujet. Et puis troisièmement, quand oui, qu'on sécurise les étangs et qu'en gros tout ce qui se passe en dessous, on s'en fout, excusez-moi, je crois que c'est ce qu'on a montré, c'est justement l'inverse. Enfin, c'est justement ce qu'on cherche à sécuriser, c'est les 3000 je crois qu'on n'est vraiment pas clair parce que il me semble que ce qu'on cherche à sécuriser, c'est bien les 3000 personnes qui habitent et les 3000 qui vivent dans le bassin versant. Nous avons une autre question. De l'effondrement du talus de la SNCF. Est-ce que vous avez une question, s'il vous plaît? Il a attaqué par un forage. Il y a une question ici, on va donner l'espace pour les questions. S'il vous plaît, respectez les personnes qui ont des questions. Nous passons après. Alors, nous avons une question. S'il vous plaît, nous avons une personne qui a une question. Est-ce que vous pouvez Madame laisser Séchal, parler les autres? nous avons Est-ce une que vous personne qui a voulez une bien question laisser ici. parler Laissez les la autres, parole à s'il tout vous le plaît? monde. Merci. Il faut qu'elle se calme. Bonjour à tous et à toutes. Vous aussi, monsieur. Vous Vous aussi, monsieur. Mettez votre On a parlé masque, de s'il vous l'étude plaît, de correctement. danger en 2017 et ensuite C'est pas ça qui m'empêchera de il y a parler. eu la classification de la digue de l'étang neuf en barrage de classe C. Il y a différents types de barrages, donc différents types de risques. Ma question c'est quelles ont été les études complémentaires, donc je ne parle pas de l'étude de danger, qui ont été mises en place pour permettre d'adapter la réglementation, la prise en compte réglementaire du risque au cas précis des étangs de coraux. Merci. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Vous dire pourquoi on a classé le barrage en C, c'est ça? Oui, il a été classé en C? J'ai bien compris que les critères, il y avait des critères qui ont imposé la classification. Ouais. Mais ensuite, même en barrage C, de type C, il y a différents types de barrages de type C. Ouais. Vous voyez. Et ensuite, normalement, je pense qu'on doit faire, et d'ailleurs, je pense que le préfet peut demander des études complémentaires pour voir si le risque réglementaire, l'évaluation réglementaire du risque correspond au risque réel du barrage de type C qui se passe ici aux étangs de coraux. Enfin, je vais laisser là encore la DRIE peut-être apporter des éléments plus précis, mais le barrage, de ce que je crois comprendre, le classement en type C, il est lié au volume d'eau dont on parle, dans les temps. C'est bien ça? L'étude de danger, elle est propre au site. Enfin, c'est pas une étude de danger générique. C'est vraiment une étude de danger qui est propre aux étangs coraux en prenant compte. On n'entend pas. Je vais parler dans le micro, Nadia. Je vais vous tendre le micro. Tiens. Je voulais dire, l'étude de danger de 2017, elle est propre au site des étangs de coraux. Ce n'est pas une étude de danger générique sur les barrages de classe C. C'est vraiment une étude qui est spécifique aux étangs de coraux. Oui, mais ça, c'était avant la classification en barrage. Donc, la classification, finalement, ça a lieu en 2018. Suite à cela, mais je pense que l'étude de danger, il faut bien comprendre la chronologie. L'étude de danger, elle a amené à la classification en barrage. Et ensuite, moi, je ne sais pas. Vous apportez un élément il faut bien complémentaire. comprendre comment vraiment ce barrage ensuite est géré. Et ça, on n'a pas pu faire ça avant même Alors, l'étude de danger permet d'avoir un diagnostic approfondi de la situation de l'ouvrage, de ses pathologies, pour pouvoir permettre éventuellement, quand il y a des pathologies avérées, de proposer des solutions de confortement. Mais la partie classement n'est pas en lien direct avec l'étude de danger. Ce n'est pas l'étude de danger qui a décidé que c'était un barrage de classe C. Le classement du barrage intervient par ses caractéristiques géométriques de hauteur et de volume qui est retenu par ce barrage.
Ce sont ces caractéristiques-là qui définissent la classe du barrage, et en l'occurrence, là, on rentre dans un barrage de classe C. Bien. Merci. Une autre question? S'il vous plaît, moi je voudrais revenir sur le curage. Peut-être ici. Oui, ma question est la suivante. Le vieil étang a été vidé il y a environ 8-9 mois. Depuis le printemps, il y a un tiers de l'étang qui est envahi par une végétation de roseaux, de plantes aquatiques, d'arbustes, etc. Il y avait une île dans le vieil étang, il n'y a plus d'île aujourd'hui. Tout ça, c'est devenu une brousse. Donc ma question, c'est toute cette végétation qui a diminué d'un tiers le vieil étang, va-t-elle être arrachée avant la remise en eau? Monsieur Magnan, tenir le micro. En fait, l'étang est vidé, ça c'est pour une raison technique, puisqu'on peut le vider. Quand l'eau on va pouvoir le remonter, le niveau va remonter, la végétation va naturellement changer, va évoluer. L'île dont vous parlez derrière, elle est développée par une caricée, donc c'est des grands carex qui peuvent se développer. On est quand même sur une végétation de zone humide, hein, il n'y a rien de nouveau. C'est juste une évolution spontanée des milieux qui n'est pas inintéressante, mais qui va naturellement disparaître dès que le niveau d'eau va remonter. La caricée n'est pas adaptée pour avoir les pieds dans l'eau, pas sous l'eau. C'est une végétation de berge. Donc en fait, de sol très gorgé en eau, mais pas sous l'eau. Donc l'eau va remonter, cette végétation va naturellement disparaître, et on va retrouver une dynamique naturelle derrière. On n'a pas de souci là-dessus. Juste un complément d'information sur le plan de la végétalisation et replantation. Donc il y a tout un programme, comme on l'expliquait tout à l'heure, qui a été présenté à des associations. Et beaucoup d'associations ont déjà fait des retours. Donc il y aura un travail de concertation avec des associations qui souhaitent travailler de manière constructive avec le CMM sur ce projet végétal, paysager. Alors, moi, s'il vous plaît, je voudrais aborder le problème avec Votre question, s'il vous plaît. Étant neuf pour ce qui était prévu pour enlever les boues, le curage, pour enlever le curage, enfin pour assainir l'étang neuf, il fallait le curage. Pourquoi le curage a été annulé alors qu'il était prévu? Je me suis promenée autour, l'espace avait prévu effectivement, et il me disait que c'était complètement naturel parce que ça fait 30 ans qu'il est comme ça stagnant avec les boues qui se sont accumulées de plusieurs mètres. Donc pourquoi le curage qui était programmé a été brutalement annulé, alors que les associations qui étaient présentes, qui l'entretiennent, Espace, avec qui je me suis entretenue, Donc c'est le curage de l'étang neuf. Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Pourquoi vous avez déjà abordé cette question dans votre présentation, mais on peut répéter la réponse? Alors effectivement, il y a eu une estimation des quantités de sédiments qui a été réalisée dans chacun des étangs. Dans le vieil étang de mémoire, il avait été estimé de l'ordre de 15 000 m3 de sédiments. Il en a été curé, évacué 13 500. Et dans l'étang neuf, on a réestimé la quantité de sédiments qui étaient présents. Il y en avait beaucoup moins que précédemment estimé. Il y en avait 9 000 simplement. Et l'étang neuf, comme vous l'avez vu là sur les différentes diapos, il est beaucoup plus important, une surface plus grande. Donc cette quantité de sédiments, ça représente à peine 50 cm d'épaisseur. Et on estime que cette quantité de sédiments, d'une part, elle n'est pas pénalisante, elle est beaucoup moins pénalisante que les sédiments qui étaient présents dans le vieil étang, pour la qualité d'eau en particulier. Et aussi, laisser cette quantité de sédiments, ça assure une sorte de protection du fond dur de l'étang, donc ça assure l'étanchéité du fond de l'étang. Les ouvriers qui sont sur place, qui entretiennent
le lieu, l'association Espace. Non mais monsieur, j'ai échangé avec l'association Espace. Mais écoutez, ils étaient surpris, eux, que ça soit suspendu. Et l'association Espace n'était pas au courant, l'association de pêche n'est pas au courant. Nous avons fait venir des spécialistes, des biologistes sur les étangs. C'est une catastrophe écologique de ne pas curer les étangs. Et en plus, ça permet d'éviter les inondations. S'il vous plaît, on laisse la parole. D'autres questions, s'il vous plaît. On cache la vérité. Est-ce que vous pouvez entendre la question qui va être posée? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc je ne suis pas ingénieur des travaux publics, je ne suis pas compétent. Ma question est humaine. Je fais partie de beaucoup de familles ici qui sont ici depuis des décennies. On est très très émus. J'ai envie de parler de beauté et d'émotion. Et la question que j'ai envie de poser, c'est dans un monde où on a toujours le sentiment que le risque veut toujours être évité, le bétonnage est maximum, est-ce que, monsieur le député, madame la maire, vous n'avez pas envie de nous laisser un écrin de beauté en faisant le minimum possible pour que cette protection nécessaire soit jolie, belle? Monsieur maire, vous avez pris la parole sur Twitter lorsque les arbres, l'éboulement a lieu lors de la gare de Villevray, merci beaucoup. On parle d'arbres, on parle de vie, de biodiversité, c'est l'année 2021. Comment pouvez-vous refléter cette émotion que nous ressentons tous? Merci pour cette question, elle est importante. D'abord, je remercie moi à la fois les monuments nationaux et puis aussi la préfecture et les services de l'État qui ont donné quand même des éléments que je n'avais pas en totalité. Je pense que nous sommes beaucoup dans cette catégorie. Moi, je me perçois effectivement, je le dis franchement, à la croisée de deux obligations. C'est l'obligation de protection des populations qui est primordiale. Le jour où un drame existe, il frappe nos familles, la question ne se pose plus de savoir si oui ou non les élus ont été responsables. Ils seront accusés pénalement si effectivement le travail n'a pas été fait. Venez quelques secondes dans les chaussures d'un élu, un conseiller municipal, un adjoint, un maire, etc. Assumez cette responsabilité qu'on vous donne et vous verrez effectivement que votre changement sur le principe de responsabilité changera considérablement. Donc ce sujet-là n'est pas négociable. De ce point de vue, ce qui a été fait en urgence, moi je pense que c'est extrêmement important. Et ensuite, il y a effectivement l'autre impératif, qui est que les sites comme ça sont extrêmement rares, ils sont précieux, c'est un patrimoine humain et culturel. Donc moi, je suis comme vous, j'ai besoin, aujourd'hui, j'ai vu des photos, j'ai pas vu celle que j'avais envie de voir, qui est celle du Lax, en fait. Et pour voir effectivement si c'est quelque chose qui est bouleversant ou pas, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, y compris la passerelle, moi, ne provoque pas chez moi de rejet. Je le dis franchement. Je pense que... Je termine, ça ne provoque pas de rejet. Ce que j'ai indiqué à la fois, je dirais, au pouvoir public, et ce que j'ai indiqué lorsque j'ai reçu Mme Séchal à Salon, c'est que c'est très important d'avoir, le maximum d'informations, et deux, le maximum d'interactions pour, dans le contexte technique qui est proposé, limiter au maximum l'impact sur le paysage. Je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Là, à mon avis, la démonstration a bien progressé par rapport à ce que je savais. J'aimerais bien qu'on aille jusqu'au bout de l'exercice. Voilà, merci. Pourrait-on quand même savoir enfin où va l'eau? C'est la seule question. Vous répondez pas? Des questions? Bonsoir à tous. Je vais vous voir après. Jean-Denis Besti, groupe d'opposition municipalité Génération Villevray. Je vais revenir sur les questions qui ont été posées encore et encore. Où va l'eau d'une part? Et deuxième question qui va à l'attention de Madame la maire, si l'eau déborde, qu'elle va dans le rue, qu'elle va dans les ducs et que celui-ci éclate, que se passe-t-il pour les Dagoverniens et leur sécurité? Merci. Je peux faire une réponse d'hydraulicien, tout simplement. Vous vous souvenez des petits graphiques là qu'on a vus? Comment dire en arrière? L'école de la Ronce, en premier. Oh, j'y arrive pas. C'est pas grave.
vallée alimentée par un bassin versant, où va l'eau? L'eau, grand mystère, grande surprise, va au niveau des points bas. Donc à l'heure actuelle, dans le passé, comme on a dit, ces étangs, ils ont été construits autour d'une zone humide, parce que cette zone humide, elles étaient situées au point bas, et elles étaient alimentées par un bassin versant. Donc, votre question, c'est en aval, qu'est-ce qui se passe? Où va aller l'eau? Alors, je vais vous... Grande surprise, l'eau, elle va rester en point bas, elle va aller en point bas. Et alors, si on... Voilà, effectivement. En point bas, et dans la région. Et si on regarde cette petite carte-là, alors ça, c'est une carte qui correspond au scénario de rupture en cascade des étangs. Donc, c'est une carte qui correspond à ce qu'on appelle une onde de submersion. Donc là, c'est le scénario catastrophe. Les étangs se rompent en cascade et ça produit un débit de pointe de l'ordre de 100 mètres cubes par seconde. 100 mètres cubes par seconde. Donc, avec les travaux qui vont être réalisés ayant pour objectif le confortement des ouvrages, on n'aura plus ce risque de rupture. Donc, on va passer d'une situation extrêmement inconfortable, dangereuse pour les populations situées en aval, extrêmement dangereuse. Bon, 100 mètres cubes par seconde, ça vous parle peut-être pas, mais l'eau, c'est lourd. 100 mètres cubes par seconde, 100 mètres cubes, ça fait 100 tonnes par seconde. Un camion, ça fait 30 tonnes. Donc, vous allez recevoir par seconde 3 camions. Je peux vous dire, pour avoir vu des photos de rupture d'ouvrage, rupture de barrage, qu'il n'y a strictement rien qui tient à une onde de submersion. C'est un champ de ruines. Donc l'État a suggéré, pour ainsi dire, a suggéré au CMN de faire quelque chose parce que, objectivement, il y avait un risque pour les populations humaines. Pour le bâti et pour les populations qui vivent. Ça y est, maintenant j'ai compris. Mais... C'est du calcul hydraulique, monsieur. Alors, j'ai pas fini. Je vais essayer de répondre du mieux possible aux différentes questions. J'ai pas fini. Ça, c'était dans la situation où on faisait rien et il y avait un danger tout à fait avéré. Donc, il fallait faire quelque chose. Il y a maintenant des travaux de confortement pour éviter ce risque de rupture. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand il y aura une crue 300 ans, les ouvrages ne vont pas rompre. Et il va y avoir effectivement ce débit de pointe de 14,5 mètres cubes par seconde qui va passer sur les ouvrages sans rupture et qui va se retrouver en aval au niveau des points bas. Dans l'école. Dans l'école. Et avec, alors si on fait le comparatif, effectivement, on passe d'une situation extrêmement dangereuse avec un débit de pointe de 100 mètres cubes par seconde à 14,5 mètres cubes par seconde. Donc je ne dis pas que la situation est merveilleuse, mais au moins on évite le risque de rupture de ces ouvrages. Je crois que ce que vous faites, ça s'appelle de la gestion de risque. C'est-à-dire que, je rappelle à ceux qui ont attaqué le projet depuis l'origine, que ce que vous nous avez reproché aussi à nous, la municipalité, c'est d'avoir pris nos responsabilités au regard d'un risque majeur, qui était un risque de rupture des digues par submersion. Ce risque de rupture, si on ne fait pas le trop-plein, cet évacuateur, il subsiste encore, même s'il est considérablement réduit par les travaux. Il subsiste encore si on ne fait pas cet évacuateur. Moi, c'est ce que j'ai compris. Donc, il fallait faire cet évacuateur. À partir de là, le risque de rupture, il est supprimé. Ce qui reste, c'est effectivement un risque dans le cas d'une crue tricentenale, de ce débit dont vous allez parler, effectivement, dont il faut activement s'occuper. Vous avez apporté les bonnes réponses. Mais c'est un risque qui n'a rien à voir avec la rupture par submersion des digues. Ça n'a rien à voir. La rupture par submersion, c'est une catastrophe. Ce n'est pas une catastrophe naturelle, c'est une catastrophe, on peut dire industrielle, puisque le barrage est un ouvrage qui a été fait par l'homme. Donc, pour répondre à M. Pesty,
je peux vous dire que justement, notre priorité, c'est la protection des habitants de la ville. C'est pour ça que nous avons insisté pour que ces travaux soient faits. C'est pour ça que nous avons pris nos responsabilités, que nous avons alerté les services de l'État. Et aujourd'hui, le risque est considérablement réduit grâce aux travaux. Et les documents, alors un risque zéro, je suis désolée de vous dire, mais ça aussi c'est la réalité, ça n'existe pas. En plus, il apparaît des risques nouveaux avec notamment le réchauffement climatique, et je ne vous cache pas que garder des arbres sur la digue dont les racines peuvent affaiblir le barrage, ou des tempêtes de plus en plus fortes comme on en a aujourd'hui, fait qu'il faut être extrêmement prudent. On est extrêmement préoccupé par les événements météorologiques de plus en plus intenses, et ce qui vous a été présenté en début par Monsieur Berton au début, effectivement, l'illustre. Donc, c'est aussi pour ça, Madame a mentionné le DICRIM. Notre DICRIM a été mis à jour. Le DICRIM, c'est un document interne qui met à jour, qui fait un état des risques dans la ville, et on a intégré à ce DICRIM le risque d'inondation qui n'existait pas avant. Et il y a un plan de prévention des risques. Alors, il y a toutes les étapes qui ont déjà été mises en œuvre, notamment maintenir le niveau des étangs à un niveau bas. Et puis après, vous verrez dans le document, si vous avez la curiosité de le lire, il y a des procédures d'alerte, il y a des mesures de sécurité qui sont prises dans la ville, il y a des évacuations, il y a le fait de prévenir les habitants bien en amont si on voit que le risque de débordement pourrait ne pas être maîtrisé, etc. Donc il y a vraiment des tas de mesures de sécurité qui sont évoquées, comme dans tous les risques. Et bien entendu, s'il faut aller plus loin et en lien avec les services de l'État, nous irons plus loin si c'est nécessaire. Un dernier point, parce que sur le site, sur le roman, les aspects émotionnels de ce site que vous évoquiez, monsieur, tout à l'heure, moi je les partage avec vous, et comme monsieur maire, je suis à la croisée des chemins sur ce sujet, sauf que moi je suis maire de la ville, et en tant que maire de la ville, il n'y a pas plus important que la sécurité des habitants. En revanche, il faut quand même avoir à l'esprit il y a eu un grand travail qui a été fait, et je pense qu'effectivement, on a des demandes d'avoir des visuels qui soient peut-être plus complets, et vraiment, monsieur Bellaval, si vous pouvez nous en faire plus, vraiment, c'est une demande qui est vraiment sincère et que je vous ai déjà faite et que je vous renouvelle. Mais ce site, il a évolué tout au long de ces siècles. Ça a été des marais, ça a été les étangs faits par le duc d'Orléans pour le système hydraulique du domaine de Saint-Cloud. Non, mais attendez, le romantisme. Je ne sais pas qui parmi vous était là en 1999 quand il y a eu une tempête terrible où de nombreux arbres sont tombés. Le site aujourd'hui, il n'a plus la même physionomie que celle qu'il avait en 1999. Et pourtant, c'est toujours aussi agréable de s'y promener, c'est toujours aussi agréable de contempler, etc. Donc, voilà, je crois que le travail du CMN aujourd'hui, et nous avons raison d'être collectivement exigeants, mais a pour mission de restaurer, ils ont pour mission de nous permettre de retrouver un site qui, tel le patrimoine, qui, comme notre patrimoine, est un site vivant, qui évidemment, la digue n'aura plus exactement la même configuration, puisque vous l'avez, tel que vous l'avez présenté, mais je pense qu'il y a un attachement très fort qui est manifesté pour que ça reste un site de promenade extrêmement précieux et agréable. Et c'est d'autant plus important à quelques minutes de Paris, où ces îlots de fraîcheur et de calme sont absolument indispensables. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que moi, je ne renoncerai jamais à mes responsabilités au regard du risque de crue qui existait jusque-là. Le DICRIM, c'est pas un document interne, c'est un document d'information, madame la maire. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, encore? Monsieur Bourris. Jeune homme. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très touché par le monde qu'il y a aujourd'hui. Et moi, je ne trouve pas le charme qu'il y a aujourd'hui avec les attentes coraux, je ne le trouve
pas quand je vois vos images. Et en fait, j'aimerais bien de l'espoir en fait sur le fait qu'on soit chez nous en fait. Et j'ai pas ce chez nous. Et j'ai une question aussi, combien d'arbres vont être coupés en fait? 32 en total. 32 au total. 18 sur la digue entre les deux étangs, 14 sur la digue. Au niveau des arbres, je pense que vous avez toutes les réponses avec sur les réseaux sociaux, sur le nombre d'arbres. Donc ça, c'est pas vraiment une question qui nous fait, je pense, avancer dans le débat. Combien d'arbres? Mais vous avez toutes les réponses sur les arbres. Il ne sait même pas. Il ne sait pas. L'écologue va vous répondre. Monsieur Wagner va vous répondre sur ces coupes. Juste pour rappel, ils sont bien ciblés sur le porté à connaissance, le plan, ça, il suffit de regarder le plan. Je fais juste une petite précision, quand on entend arbre, il y a des arbustes aussi dedans. Moi, je donne les chiffres que j'ai relevés. S'il vous plaît. On va prendre l'ensemble, si vous voulez. Ici. Sur la partie amont, il y a 16 arbres. Quand j'entends arbre, c'est diamètre plus de 20 et une certaine hauteur, parce que quand j'ai dit, et par dedans, il y avait aussi des arbustes, en plus, pardon, il y avait des noisetiers et un buis. Je ne considère pas ça comme un arbre. Bon, après, c'est de la sémantique. Mais si vous voulez, vous avez 16 plus 7. Voilà. Et ensuite, sur la partie aval, il y a 13 arbres, dont 6 tilleuls, 4 arbres qui ont un diamètre de 10, donc des petits arbres, et il y avait un arbuste. Non, il y a 14 arbres, 7 tilleuls et 7 tilleuls en aval, c'est dans votre plan. Bon, je vous relaisse regarder le plan. Moi, je l'ai réfléchi sous les yeux. Il est dans le document Bon, écoutez, c'est pas justement, on n'est pas là pour comparer. Je pense que les données qu'on vous a partagées, qui viennent des personnes qui sont en charge, sont les bonnes. Il y aura des présentations qui seront à télécharger et vous pourrez avoir toutes les informations. Je pense qu'on va bientôt clôturer cette réunion. Monsieur Bourris veut poser une question. Peut-être prendre Luc, si tu peut-être 3 questions. Il y a une question là-haut. J'ai une question. Les élus ont beaucoup parlé de sécurité et je les comprends très bien. Mais ce que je ne comprends pas et que je voudrais que vous m'expliquiez, c'est comment se fait-il qu'il y a quelques dizaines d'années, on ait pu accorder des permis de construire à des immeubles qui sont à 50 mètres et à 100 mètres en contrebas de la digue de l'étang neuf. Ça, c'est une bonne question. Même question ici. Très simplement, je voudrais vous demander, on n'a pas eu réponse. dans la photo de la digue, quel est le pourcentage d'arbres qui resteront à l'issue des travaux? Est-ce que c'est 1 sur 10, 2 sur 3 ou 4 sur 5 qui vont rester? Avec votre réponse, est-ce que vous pouvez préciser aussi ce que vous avez fait pour garder un maximum d'arbres? Ça, c'est une donnée importante. 7 tilleuls, monsieur. Non, mais je suis le groupe national de surveillance des arbres. J'ai les plans que je peux vous montrer. 7 tilleuls. Non, mais je voudrais répondre à la question qui est posée là sur le domaine de la ronce, parce que je trouve que c'est une excellente question. Une excellente question. Effectivement, pourquoi on a laissé construire ce domaine-là à quelques mètres sous le plomb d'un étang et d'un barrage? Justement parce qu'on n'avait pas la bonne connaissance du risque. Et ça montre bien que nous progressons dans la connaissance du risque. Et c'est heureux. Et c'est heureux. Et je pense que votre question est justement la démonstration de ce que nous sommes en train de faire. C'est bien par cette meilleure connaissance du risque, c'est meilleure maîtrise du risque qui est acceptable, comme on l'a dit, en renforçant la solidité des barrages, en permettant à l'eau de rester. Vous avez posé la question où va l'eau? L'eau, elle va rester dans les étangs, justement. C'est bien le but de ce qu'on est en train de faire. C'est que l'eau reste dans les étangs et que si, dans un événement avec une probabilité très très faible, la pluviométrie très importante, eh bien, il y aura un système de purge en quelque sorte qui permettra un déversement, mais avec un niveau de risque qui est beaucoup plus acceptable. Donc, ce que nous faisons là, c'est de la gestion du risque. Et effectivement, oui, pour les habitants du domaine de la Ronde, je pense que ces travaux ils sont absolument essentiels pour préserver leur sécurité. Attendez, j'ai une question, madame. Et qui est posée sur un rue qui alimente le petit étang. Donc là, ils ont mis un énorme immeuble qui est en finition sur un rue, parce que je voulais acheter la maison, donc je la connais par cœur. Et il y avait tout le terrain était inondé parce qu'en fait, il alimentait le petit étang. Donc là, ça vient, il y a un promoteur a construit un immeuble qui est en finition au 103 rue de Versailles. Merci la mairie.
Prochaine question. Bon, madame. Oui, concernant les aspects paysagers, j'ai cru comprendre qu'il y aurait une concertation avec les associations. Est-ce que les citoyens seront associés à une consultation? Les citoyens, c'est les élus et les associations, justement. Voilà. Donc, adhérer aux associations. Est-ce que sinon, j'ai pas besoin de micro et je pose une question. Oui, bonjour, j'ai une question à vous poser concernant le visuel qui est là. Il est pris de biais. Alors je pense que s'il n'y a pas de malhonnêteté, il n'y a pas de mauvaise intention, parce que là on ne voit pas d'immeubles, on ne voit pas les immeubles de la Ronce. Est-ce que si le visuel était pris de façon plus centrale, on ne verrait pas les immeubles de la Ronce? Ou est-ce que les arbres qui vont être abattus vont nous permettre de voir une barre d'immeubles en fait des étangs de l'île d'Arras? Est-ce que vous pouvez nous donner des garanties là-dessus pour nous... C'est ça, oui, pour nous confirmer que cette image n'est pas instrumentalisée? On a demandé d'autres visualisations. Donc on en a déjà parlé, donc on en... Non, mais c'est pas une réponse. C'est pas la réponse. Non. Jean-Marc, donne-moi le micro. Quand on est en face, Je vous dis qu'il y aura d'autres visualisations qui vous permettront d'avoir cette visualisation. Essayer de répondre. Alors, sur... pardon, de garder le micro. Donc, en fait, sur le nombre d'arbres abattus, donc, pour être précis, donc, effectivement, on parle de 7 tilleuls. En fait, c'est 6 tilleuls plus un sureau. Donc, effectivement, incontestablement, ça fait une trouée. Derrière, il y a un deuxième écran végétal, il y a un deuxième rideau végétal que nous allons essayer de renforcer pour que justement vous n'ayez pas cette vision. C'est pas possible, il y a des versoirs. Il y a des versoirs. Et c'est là j'écrivais, s'il vous plaît. Oui, on pourrait. Parce qu'en fait, si vous voulez, on ne peut pas planter, ça on l'a déjà évoqué, on a fait des réunions sur site ensemble avec des représentants d'associations. Voilà. Vous voyez, il y a un deuxième écran végétal qui existe à l'arrière et qui permet de couper justement cette vision directe sur les constructions. Il est clair que comme on ne peut pas laisser, nous on travaille avec cette contrainte qui a été expliquée par les services de l'État, c'est-à-dire qu'il faut créer ce déversoir. Et ce déversoir, il a été dimensionné par rapport à ce qui nous a été demandé par le service de l'État. Donc notre rôle, c'est essayer de conserver au mieux tout l'écran végétal qui est là pour vous permettre d'être au plus près de ce que vous connaissez aujourd'hui, avec les contraintes que nous avons évoquées. Donc c'est ce deuxième rideau végétal qui va permettre justement de casser complètement cette trouée, effectivement, que nous sommes obligés de faire. Voilà, il y a cet arbre qui disparaît. On ne va pas remplacer en aval des tilleuls qui font 40 mètres de haut, madame. Vous savez très bien. Bon, attendez, il n'y a aucun accord avec Madame Séchal, il y a d'autres questions. Je connais le Non, dossier. mais vous connaissez tout. Il n'y a aucun tout. accord avec Gessina pour planter. J'ai eu Gessina. Il n'y a même pas encore les autorisations d'abattage. Bon, alors écoutez. Oui, c'est un gros problème. S'il vous plaît, allez-y, monsieur. Que je réponds. Moi, je reviens sur l'aspect sécurité. De toute façon, l'aspect sécurité, tout le monde est d'accord. C'est pas le problème. Si je comprends bien, les travaux, c'est pour éviter d'avoir 100 tonnes. Je vais reprendre des images qui marquent. 100 tonnes, effectivement, on ne les aura pas, mais il reste 14 tonnes. Ça fait un paquet de semi-remorques, dont les premiers, en dehors des immeubles, la première, c'est l'école de la Ronce et ses petits-enfants qui sont dans la cour de récréation. Il reste 14 tonnes de flotte qui ne vont pas être dispersées comme ça et dont vous approuvez qu'il n'y a pas eu trop d'études. Alors moi, la question est très simple. Est-ce qu'il y a eu une étude d'impact en aval du barrage pour savoir ce qui venait de ces 14 tonnes d'eau qui vont être au-dessus du barrage? Est-ce qu'il y a eu une étude d'impact? Alors, l'étude de danger s'est concentrée, comme vous l'avez compris là maintenant, sur les scénarios de rupture d'ouvrage. Donc, rupture en cascade, on a bien 107 mètres cubes par seconde en débit de pointe, donc cette vague de submersion. Les travaux de confortement visent à supprimer ce risque de rupture, mais effectivement, en présence des travaux réalisés, en présence des déversoirs, donc tous travaux réalisés,
en période de crue importante qui peut subsister 14,5 mètres cubes par seconde, qui vont déverser sur les ouvrages sans rupture et qui vont se retrouver en aval. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on passe d'un risque de rupture d'ouvrage qui peut arriver à n'importe quel moment. Par définition, c'est une rupture d'ouvrage, elle peut arriver de façon non contrôlée, de façon inopinée, dans la nuit. CF La Faute-sur-Mer en 2001, il y a eu, on sait, une trentaine de morts. Parce que c'est un peu différent, c'était une vague de submersion, etc. Mais le phénomène physique de rupture d'ouvrage est le même. Donc on passe d'un danger vraiment réel qui peut intervenir à n'importe quel moment, y compris au moment le moins important, à un risque plus contrôlé, je dirais. Donc avec des ouvrages qui vont tenir le coup en période de crue et avec tout un système de prévention, de prévision, d'alerte qui peut être mis en place. Quand il pleut, ça résulte, quand il y a une crue relativement importante qui se forme, ça résulte d'un cumul pluviométrique sur un minimum de quelques jours. Bon, c'est ce qu'on appelle un contexte hydrométéorologique. Donc, même si on a affaire à un petit bassin versant, à des crues relativement rapides, on sait prévoir, maintenant à l'heure actuelle, avec les moyens technologiques qu'on a, on sait prévoir l'arrivée d'une crue importante. Et si jamais ça arrivait, effectivement, il faut que probablement la préfecture, en lien avec la ville de Lavray, mette sur place des choses, donc un système d'alerte, un système de prévention, pour, le cas échéant, évacuer les populations qui se trouveraient immédiatement en aval. Par exemple, pour éventuellement faire des travaux complémentaires d'aménagement au niveau de l'aval de ces ouvrages. Mais ce qui est important, c'est qu'on passe, encore une fois, j'insiste, sur un risque de défaillance, de rupture de ces ouvrages, donc 107 mètres cubes par seconde, à 14 mètres cubes par seconde. Objectivement, c'est quand même une amélioration intéressante, importante. Donc, monsieur... Je vais compléter le propos qui vient d'être tenu en tant que responsable de la gestion de crise dans ce département. Monsieur, je ne comprends pas très bien votre argumentaire, parce que c'est pas parce qu'on arrive, on ne peut pas arriver à risque zéro qu'il ne faut rien faire, qu'il faut laisser un risque à 100. C'est vous qui le faites. J'avoue que l'argument que vous allez dire, vous n'arrivez pas à risque zéro, vous ne nous démontrez pas qu'il y a un risque zéro, donc en gros, ne faites rien. Non mais monsieur... Je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre en tant que gestionnaire de crise cette proposition-là. Mais laissez-le terminer. Je vais terminer. On n'arrive effectivement pas à risque zéro, ça a été dit. Et c'est derrière tout le travail que l'on va continuer à mener avec la mairie de Ville-d'Avray, travail de prévention, travail d'entraînement. Je vous ai expliqué qu'on a déjà fait un exercice il y a un an. On va continuer ce travail de prévention pour qu'effectivement on puisse, non pas par des moyens donc passifs, c'est-à-dire un barrage, des dispositifs de retenue, mais par des interventions humaines, arriver à juguler totalement ce risque. C'est ça notre... Je comprends, monsieur. Je comprends, mais vous n'avez pas répondu à une simple question. Y a-t-il eu une étude d'impact après? Il n'y a pas, alors, à ma connaissance, il n'était pas nécessaire de faire une étude d'impact dans le cadre de ces travaux. Mais vous savez, voilà, c'était pas nécessaire, mais on ne s'interdit rien. Et évidemment, je reviens à la question, mais pourquoi on a construit le domaine de la Ronce au pied d'un orage? La connaissance des risques, elle évolue. Elle évolue tout le temps. Elle évolue depuis AZF en matière de risques technologiques. Bon. Donc cette connaissance évolue. C'est un chemin sur lequel nous sommes en permanence. Et donc, si demain on a la nécessité de faire des études d'impact parce que il y aura un fonctionnement des étangs qu'on connaîtra mieux, parce qu'il y a des phénomènes météorologiques, des précipitations plus importantes qui se développent, là, évidemment on continuera à faire ces études. On n'est pas à un point final, on n'est pas en train de vous présenter quelque chose qui est gravé pour l'éternité dans le marbre. Il est évident que la connaissance du risque évolue, progresse, s'améliore, et en fonction de cela, nous ferons tous les études, tous les travaux nécessaires à cette fin. Vas-y Jean-Marc. Trois dernières questions. J'ai une question là. S'il vous plaît, je peux voir la parole. Un quart d'heure que Après la question simple sur le curage des étangs.
La première question, c'est est-ce que le curage ne correspond pas à un entretien habituel de tous les étangs de France? Et la deuxième question qui est liée à cette première question, le curage permet également d'augmenter les capacités. Alors pourquoi ne pas curer l'étang? Mini-tornade. Effectivement, le curage, ça correspond à des opérations d'entretien. Ça fait 30 ans. Donc il faut le Il a pas faire été curé. de façon régulière pour éviter que le volume des sédiments représente une gêne pour la vie piscicole, etc. On a dit que dans les étangs, le curage a été réalisé. Dans l'étang neuf, le volume des sédiments n'a pas été jugé trop pénalisant, donc on peut s'en dispenser. Et la deuxième partie de votre question, c'était? Ça concerne l'augmentation de la Oui. capacité Alors, liée au curage. malheureusement, les sédiments n'obèrent pas la capacité de stockage des étangs parce que les sédiments se retrouvent en fond, donc ils ne participent pas à la tranche supérieure correspondant au volume de stockage. C'est marqué dans le document. C'est marqué dans les Mais- documents du CMN, que je peux dire. Je vais quand même dire, je vais avoir 5 minutes pour dire ce qu'il y a dans le document et vous ne me coupez pas la parole. Il est néanmoins rappelé qu'il n'est pas possible. Attendez, s'il vous plaît, c'est le CMN. Un extrait d'un des documents. Non, on est là pour poser des questions, avoir des réponses, un complément de Vous êtes réponse. tous témoins que j'ai un document officiel du Centre des monuments nationaux. Non, on n'est pas Je ne témoin laisse pas de lire. rien du tout. Madame Séchal, vous laissez une nouvelle fois les gens s'exprimer. La parole à tout le monde. S'il vous plaît, Madame Séchal. Eh bien, vous me donnez la parole après, je donne un texte. Pour une question, oui. Non, laissez la parole. Je souhaiterais donc compléter les éléments vis-à-vis du curage, puisqu'il y a eu des bathymétries, donc un sondage du fond d'étang et du niveau des sédiments après le curage de 1986 et juste avant les travaux en 2018. Et il a été constaté que dans l'étang neuf, il n'y a pas de modification du niveau du fond d'étang, puisque la majorité des sédiments arrivent dans le vieil étang et n'arrivent pas jusqu'à l'étang neuf. Donc le fait que l'étang neuf ne soit pas curé, c'est parce qu'il n'y a pas d'évolution du niveau des sédiments depuis le dernier curage également, depuis donc 1986, puisque les curages sont faits environ tous les 30 ans. Je vais me rapprocher de vous, attendez. Bougez pas. Oui, sur l'ancienne digue, il y avait une canalisation d'eau potable qui était très dangereuse, que j'ai signalé très dangereuse, qui avait quasiment 10 bars. Qu'est devenu cette canalisation? Madame le maire avait bien insisté là-dessus, sur sa dangerosité. Qu'est-elle devenue? Voilà, elle a été C'est une autre dévoyée, question. la Une autre question. canalisation a été dévoyée. S'il vous plaît, vous ne sauvez pas. Vous ne sauvez pas. Oui, j'avais la réponse, mais je me suis sauvé. Non, mais elle a été dévoyée. La canalisation d'alimentation d'eau potable qui... Vous l'avez retirée comme on aurait pu le faire dès le départ, remarquez ces conditions. Donc elle devenait plus dangereuse. On est bien d'accord? Oui, effectivement. Oui, donc elle n'était pas dangereuse. Il suffisait de la retirer. Oui, oui. C'est bien ça? Redites-moi votre question, s'il vous plaît. Quelle est la question? Qu'est-elle devenue cette conduite qui était dangereuse, qui avait 10 bars et qui risquait de faire... Alors, cette conduite a été dévoyée du barrage parce qu'elle n'avait strictement rien à faire dans le barrage. Et elle représentait un risque. Donc, il fallait la Monsieur- remettre dès le départ. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait. D'accord. Dévoyer, ça veut dire retirer. Changer de voie. Bonsoir, et en fait, la question, l'image qui est là, Changer de voie. l'image qui nous est présentée là présente des arbres puissants en feuilles et qui cachent effectivement la résidence. En hiver, le paysage est assez radicalement différent. Qu'est-ce qui sera fait pour effectivement occulter les immeubles de la Ronce? C'est la première question. Et l'autre point, c'est, donc on parle ici aujourd'hui d'évaluation et de prévention du risque. Aujourd'hui, la forêt sur le bassin versant alimentant les étangs joue encore son rôle de tampon et d'éponge. Demain, il y a un risque, puisqu'on parle de risque, que la forêt change de visage. En effet, elle est constituée essentiellement de châtaigniers qui, comme pratiquement tout le monde sait maintenant, sont atteints de la maladie de l'encre.
Donc le jour où la forêt sera chauve, je porte un peu le trait, pardonnez-moi, les eaux ruisselleront vers le fond du bassin, c'est-à-dire vers la rue de la Salle notamment. Et dans ce contexte, est-il raisonnable de poursuivre l'artificialisation des sols en amont des étangs? Merci. Sur le deuxième point que vous évoquez, à juste titre, je crois que justement la forêt dont on parle est une forêt extrêmement protégée. Il y a l'obligation de faire quoi que ce soit, d'artificialiser quoi que ce soit. Une forêt qui est extrêmement protégée, préservée justement pour ce que vous évoquiez. Alors, il y a un malentendu, je ne parlais pas d'artificialisation du sol de la forêt, qui est évidemment protégée, mais l'artificialisation du fond du bassin, qui est actuellement déjà partiellement, enfin assez largement urbanisé, mais il y a une poursuite de l'urbanisation et donc une poursuite de l'artificialisation des sols en amont des étangs. Voilà le point ajouté à la question concernant les arbres. Vous l'évoquez, c'est autre chose, excusez-moi, je n'ai pas compris votre question, mais la question de l'artificialisation en amont et de l'urbanisation sur le secteur de Ville-d'Avray et de Sèvres, effectivement c'est un autre sujet sur lequel, vous savez, on est très attentif et on a d'ailleurs des instructions du gouvernement en la matière pour éviter autant que faire se peut le développement de cette artificialisation. Ah oui. Oui, Ah oui. Donc on va changer le PLU, monsieur. Mais ça, vous soulevez une question beaucoup plus globale, qui dépasse, je crois, l'objet de Ah bah oui, donc ça... On va prendre les 3 dernières questions, s'il vous plaît. Il n'y a pas de béton sur le tour des étangs. La propriétaire des étangs coraux, je voulais savoir s'il était possible d'avoir un planning précis et détaillé de tous les travaux qui vont être encore à réaliser. Jusqu'à la sortie. C'est ça. Ça me semble parfaitement légitime comme demande, et je pense qu'on vous a déjà présenté un planning un peu macro, mais qui pourra